Léo Major, l'éclaireur borgne qui a libéré toute une ville à lui seul, Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, parmi tous les soldats canadiens, un homme se distingue, Léo Major. Originaire de Montréal, il était canadien-français. En 1940, à 19 ans, il rejoint le régiment de la Chaudière de l'armée canadienne. Leur insigne souligne leur réputation de combattants féroces. Il se compose de 2 mitrailleuses Vickers croisées, surmontées d'un castor soutenant des fleurs de lys. Le soldat Léo Major a vu le combat pour la première fois lors du jour J en France, participant au débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Dès le début, il s'est illustré comme éclaireur en capturant un half-track allemand, rempli de livres de codes secrets derrière les lignes ennemies. Il a forcé l'équipage capturé à conduire le Hanomag vers les lignes alliées, mais a été pris pour cible par les canons anti-chars britanniques et canadiens. Léo a dû grimper sur le dessus du véhicule pour les faire cesser de tirer alors qu'ils s'approchaient, et il a ensuite fait remarquer à quel point il était heureux que les soldats britanniques et canadiens ne sachent pas tirer. Quand l'officier anglais a exigé que Léo rende le Hanomag, Léo a refusé, affirmant qu'un Québécois l'avait capturé, et il a été remis au régiment de Chaudière. Sa guerre a failli se terminer quelques jours plus tard, alors qu'il faisait de la reconnaissance en avant de son unité. Léo a soudain croisé une unité d'élite de la Waffen-SS en patrouille. Lors de la fusillade, il tua 4 soldats ennemis, mais l'un, grièvement blessé, lança une grenade au phosphore qui blessa gravement l'œil gauche de Léo. Léo fut alors envoyé dans un hôpital de campagne pour y être soigné. Léo dut porter un cache-œil pendant la guérison de son œil, et fit remarquer qu'il ressemblait à un pirate. Fait remarquable. Il refusa de rentrer, affirmant qu'un œil lui suffisait pour viser au fusil. Rapidement, il retourna en première ligne et continua d'agir comme éclaireur et tireur d'élite pour son unité. De retour au service en octobre 1944, il prit part à la bataille de l'Escaut en Hollande, qui dura 1 mois avec de violents combats et plusieurs débarquements amphibies. Un jour, pendant cette longue bataille, le commandant de Léo lui ordonna de retrouver les 50 zombies disparus lors d'une patrouille plus tôt. Zombie était un argot utilisé par les volontaires canadiens pour désigner les conscrits peu enthousiastes et inexpérimentés pendant la guerre. Léo effectuait la reconnaissance tout seul, comme toujours en portant des baskets de sport au lieu de lourdes bottes. Loin derrière les lignes ennemies, dans l'obscurité sous une pluie glaciale, il marmonnait « Je suis gelé et trempé à cause de toi, alors tu vas payer !» Trempé jusqu'aux os, sans avoir trouvé les zombies, il tomba cependant sur une garnison de soldats réguliers allemands qui dormaient dans des tranchées qu'ils avaient creusées toute la journée. Voyant un officier allemand endormi, Léo le réveilla, le menaça avec sa stène et lui fit ordonner à ses hommes de le suivre. Un soldat leva son fusil et fut abattu par Léo, suivi de 3 autres qui participèrent au tir. Après cela, il cria « Achtung !» et « Andenoch !» et la garnison décida rapidement de se rendre à lui. Il ramena ensuite, à lui seul, 93 soldats allemands vers les lignes alliées. Mais en chemin, ils furent attaqués par des troupes de la Waffen-SS, qui occupaient une batterie d'artillerie dans un village voisin, furieuses que leurs compatriotes se rendent. Cela laissa une impression durable sur Léo. L'unité de la Waffen-SS parvint à tuer et blesser plusieurs prisonniers allemands, avant d'être repoussée par un char Sherman allié. Léo remit alors 93 prisonniers allemands à son commandant, qui resta sans voix. Pour son acte de bravoure, Léo reçut la médaille de conduite distinguée, qui est la 2e plus haute distinction dans l'armée britannique, et du Commonwealth, la croix de Victoria étant la seule supérieure. Mais étonnamment, il refusa la médaille, estimant que le commandant britannique, le général Montgomery, qui devait lui remettre la distinction, était incompétent et donc pas en position de lui décerner cette médaille. En février 1945 en Rhénanie, le transporteur Bren de son unité sauta sur une mine, détruisant le véhicule et tuant tous sauf Léo. Il fut grièvement blessé, avec notamment 2 chevilles gravement fracturées, 4 côtes cassées et le dos brisé à 3 endroits. Léo refusa encore le rapatriement et après un bref passage à l'hôpital belge, retrouva son unité juste à temps pour leur ultime attaque visant à libérer la Hollande des derniers Allemands. Ainsi, le 13 avril 1945,
Les Alliés se préparaient à attaquer la grande ville néerlandaise de Zwolle. Mais ils n'étaient pas certains de la force ou du déploiement des troupes allemandes dans la ville. Ce soir-là, Léo et le caporal Willy Arsenault se portèrent de volontaires pour une reconnaissance de la zone. La ville allait être bombardée par l'artillerie alliée, ce que Léo et Willy voulaient éviter. Lorsque les deux hommes approchèrent de la périphérie de la ville silencieuse, les Allemands repérèrent Willy, après que son sac de grenades eut fait un bruit de cliquetis, et il fut tué par des tirs de mitrailleuses ennemies. Léo en a abattu 2, les autres ont fui en voiture. Il a pris la stène et un sac de grenades à son ami, puis a posé son corps sur le côté. Léo était tellement furieux qu'il s'est lancé dans une folie meurtrière en solitaire qui a duré toute la nuit, utilisant sa mitraillette et des sacs remplis de grenades. Il a volé une voiture de reconnaissance allemande, désarmé le conducteur et pris son MP40, ajoutant une 3e mitraillette à son arsenal. Léo lui a ordonné de le conduire à un hôtel, puis il est entré dans un bar. Il a désarmé un officier allemand francophone et l'a averti que la ville serait bombardée par l'artillerie canadienne, causant des pertes militaires et civiles allemandes. L'officier a compris, et de bonne foi, Léo lui a rendu son pistolet, lui permettant de partir dans l'espoir qu'il évacuerait ses troupes plutôt que de se regrouper et d'attaquer. Léo a parcouru la ville plusieurs heures en pleine nuit, tirant sur toutes les unités allemandes croisées, lançant des grenades et faisant un maximum de bruit. Son idée était de semer la confusion chez l'ennemi, en lui faisant croire qu'il était attaqué par une force alliée bien plus importante qui prenait la ville d'assaut. Il a poursuivi sa progression de rue en rue, tuant ou capturant les défenseurs allemands, en utilisant la rivière et l'église comme repère pour s'orienter. Chaque fois qu'il avait suffisamment de prisonniers, généralement entre 8 et 10, il les ramenait vers les lignes alliées et les déposait avant de retourner en ville pour poursuivre son assaut en solitaire. On estime qu'il a fait cela environ 10 fois. Il a dû s'introduire de force dans des maisons civiles à 4 reprises durant la nuit pour se reposer. Bien qu'effrayés par son apparition initiale, une fois qu'ils ont compris qu'il était canadien, ils ont pris soin de Léo. Dans sa folie, il a aussi attaqué et incendié le quartier général de la Gestapo, accentuant la confusion. Après avoir trouvé le quartier général de la SS, il a engagé une fusillade et tué 4 officiers SS à l'intérieur. Plus tard, Léo est tombé par hasard sur un groupe d'habitants de la ville. Cela comprenait un policier local du nom de Frick Kuiper. Tous ces hommes étaient secrètement membres de la résistance néerlandaise. Léo leur expliqua alors que la ville était libérée. Ensuite, le groupe est allé prendre la mairie et a fait sortir les civils dans les rues. À 4h30 du matin, la garnison allemande avait fui la ville et Léo avait libéré Zwolle à lui seul. Léo a ramené le corps de son ami Willy Arsenault à son unité qui n'avait pas encore progressé en ville. Ce matin-là, le 14 avril, les forces alliées sont entrées dans la ville, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré et sans perte de vie civile à cause du bombardement prévu, grâce au courage exceptionnel de Léo la nuit précédente. Pour son héroïsme au-delà du devoir, il a de nouveau reçu la médaille de conduite distinguée, et cette fois, il l'a acceptée. Après la guerre, Léo a quitté l'armée, et est retourné à la vie civile pour reprendre son ancien travail de monteur de tuyaux. En 1950, lors de la guerre de Corée, l'armée canadienne a rejoint les forces de l'Organisation des Nations Unies pour lutter contre l'invasion de la Corée du Sud par les Chinois communistes et les Nord-Coréens. Léo, âgé de 29 ans, était déjà vu comme un vétéran aux compétences uniques et a été recruté pour rejoindre une équipe spéciale d'éclaireurs et de tireurs d'élite. Puis, en novembre 1951, les communistes ont tenté de s'emparer de hauteurs stratégiques importantes à seulement 40 miles de Séoul, la capitale sud-coréenne. Les combats se sont concentrés autour de la colline, 355 d'une importance vitale et surnommée la Petite Gibraltar, ainsi que de la colline 277. Les troupes chinoises l'avaient prise aux Américains, et Léo devait reprendre et tenir la colline. Les combats ont fait rage pendant des jours, et le commandant canadien, le lieutenant-colonel Jacques Dextras, a déclaré « En cas d'attaque contre le bataillon, il n'y aura aucun repli, aucun peloton submergé et aucune panique. » Lors de la bataille, Léo dirigeait 18 hommes repoussant des divisions chinoises, sous de lourds bombardements d'artillerie et de mortiers durant 3 jours. Même si Léo avait reçu l'ordre de battre en retraite lorsque les divisions chinoises ont contre-attaqué, il a refusé.
Il a plutôt ordonné au capitaine Charlie Forbes, commandant de la section de mortier, de tirer au mortier sur l'ennemi. Le tir de mortier était si proche de Léo que le commandant entendait les explosions à la radio, et si intenses que les tubes se sont déformés sous la cadence. Pour sa bravoure et son leadership sous le feu, Léo a reçu une seconde médaille de conduite distinguée pour la prise et la défense de la colline clé. Léo est le seul Canadien à avoir reçu la médaille de conduite distinguée pendant 2 guerres. Il a mené une vie tranquille par la suite, et en 2008, à l'âge de 87 ans, il est décédé, après avoir été marié pendant 57 ans et avoir eu 4 enfants. Nous avons un Black Hawk qui s'écrase. Reçu, abattu. Un convoi américain était retardé après avoir été forcé de naviguer dans les rues de Mogadiscio, en Somalie, en surmontant les obstacles placés par la milice somalienne. En attendant leur arrivée, les combattants somaliens commencent à converger vers la zone. Un hélicoptère Black Hawk en vol stationnaire offrant une cible parfaite. L'un d'eux ouvre le feu avec un lance-roquettes anti-char. À 16h20, une roquette RPG frappe l'un des Black Hawks, indicatif Super 6-1, piloté par les adjudants-chefs Cliff Walcott et Donovan Briley, qui se met à tourner hors de contrôle avant de s'écraser au sol. Les 2 hommes meurent sur le coup. Les autres membres de l'équipage sont gravement blessés. L'opération devient aussitôt une mission de sauvetage, les forces américaines allant vers le site du crash. Au début des années 1990, la famine frappait la Somalie, et les efforts de secours étaient constamment contrecarrés par la violence intense des clans. En 1992, une opération de maintien de la paix dirigée par les États-Unis, l'opération Restore Hope, a été lancée afin d'apporter une aide humanitaire à ce pays africain. Malgré ses efforts, le chef de guerre, Mohamed Farah Idid, a continué d'attaquer les travailleurs de l'Organisation des Nations Unies. En réaction, l'opération Gothic Serpent, appelée plus tard Bataille de Mogadiscio, fut lancée pour capturer ou éliminer Idid et son état-major. Le 3 octobre, sur la base de renseignements recueillis concernant une réunion entre Idid et ses lieutenants à l'hôtel olympique, la Task Force Ranger, composée de membres du 75e régiment de Rangers d'opérateurs de la Delta Force, d'équipages d'hélicoptères du 160e régiment d'aviation des opérations spéciales et d'autres membres des forces spéciales, a lancé une mission d'enlèvement éclair. C'était un plan simple qui n'aurait dû prendre que 30 minutes. C'est alors que les choses ont dégénéré. 16h40. Alors que l'attention était sur l'hélicoptère abattu, la situation empirait. Environ 20 minutes plus tard, une autre roquette RPG frappe un autre Black Hawk, Super 6-4, piloté par les adjudants-chefs Mike Durant et Ray Frank. En touchant le rotor de queue, l'hélicoptère reste d'abord en vol, puis le rotor se désintègre, provoquant le crash du Black Hawk. L'hélicoptère en chute s'écrase sur un groupe de huttes avant de finir sa course. Au moment de l'impact, Durant a perdu connaissance. Reprenant ses esprits quelque temps plus tard, il voit Frank assis à la porte du Black Hawk écrasé, en train de se pousser dehors. Ce fut la dernière fois qu'il vit son copilote. Le sort de l'équipage reste inconnu. Durant ne peut plus bouger après une fracture du fémur et plusieurs vertèbres écrasées. Résigné à son sort, il enlève son casque, ses gants et sa montre pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, et, se préparant à se défendre du mieux qu'il peut, il lève son pistolet mitrailleur MP5 et attend le pire. C'est à ce moment-là qu'il reçoit une aide inattendue. Le sergent-chef Gary Gordon est né en 1960 et a grandi à Lincoln dans le Maine. Il s'est engagé à 18 ans, puis après le 10e groupe des forces spéciales, il a intégré la Delta Force. Le sergent-chef Randy Sugart est né en 1958 à Lincoln, Nebraska. Il a rejoint l'armée au lycée et a obtenu son insigne de ranger avant de partir. Il redeviendra ranger avant d'intégrer la Delta Force. Lors de l'opération Gothic Serpent, les 2 hommes devaient rester en vol à bord du Black Hawk Super 6-2, assurant la couverture sniper pendant l'opération. Lorsque le Super 6-4 a été abattu, la plupart de l'attention était concentrée sur l'accès au site du crash du Super 6-9. Alors que de nombreux miliciens somaliens convergent vers l'épave du Super 6-4, une colonne de secours est envoyée sur le site du crash. Cependant, elle est repoussée à cause d'une forte résistance, comme une autre force de la 10e division de montagne à 16h42. N'ayant personne pour aider l'équipage du Black Hawk abattu, Gordon et Sugart ont demandé à être déposés pour protéger les survivants. Leur demande est refusée. Leur commandant déclare qu'ils seront plus utiles en assurant la couverture aérienne. Mais plus important encore, c'étaient les probabilités. 2 tireurs d'élite Delta face à la moitié de la ville. Tout le monde sait que c'est un aller simple. Ils demandent une seconde fois.
sachant qu'à chaque instant qui passe, les chances de l'équipage abattu s'amenuisent. Une troisième fois, ils demandent, et enfin, leur demande est approuvée. Super 6-2 se pose à 100 mètres du crash. Sugart et Gordon sautent dehors. Le sergent-chef Brad Hollings, troisième membre de l'équipe, reste à bord du Black Hawk et utilise la mitrailleuse pour les couvrir, remplaçant le chef d'équipage blessé. Lorsqu'ils atteignent le site du crash, Gordon et Sugart déplacent Durant hors de l'hélicoptère et installent les autres membres de l'équipage du mieux qu'ils peuvent dans un périmètre défensif. Bien que certains rapports affirment qu'ils étaient déjà morts quand les snipers du Delta sont arrivés, Durant pensait qu'ils allaient être secourus et qu'un convoi ou un hélicoptère viendrait bientôt, ce qui n'était pas le cas. Super 6-2 continue de survoler le site du crash, Holling assurant la couverture jusqu'à ce que le Black Hawk soit touché par une roquette RPG et des tirs d'armes légères. Holling a eu la jambe arrachée, et à la fois le pilote, l'adjudant-chef Mike Goffina et le copilote Jim Yacone sont également blessés. Avec les graves dommages subis par l'hélicoptère, ils sont forcés de se retirer du combat. Privés de couverture aérienne, Gordon et Sugart ont dû se défendre seuls contre ce qui semblait être toute la ville. Membres de la Delta Force, ils disposaient de plus de liberté que les autres soldats pour choisir leurs armes. Gordon utilisait un Car 15, une version à canon court du M16 chambré en 5,56 mm. Sugart cherchait plus de puissance. Il est donc allé au combat, avec un M14, un fusil plus ancien, mais en 7,62 mm, offrant une meilleure puissance d'arrêt, équipé d'un viseur un point simple pour la précision. Ces armes, ainsi que leurs armes de poing, étaient les seules choses protégeant désormais le Black Hawk abattu. La suite des événements reste floue, puisque Mike Durant était le seul témoin. Mais ce qui est clair, c'est que Gordon et Sugart se battent férocement, repoussant les Somaliens, malgré leur infériorité numérique écrasante. Leur entraînement de tireurs d'élite en fait des tireurs hors pair, mais le nombre d'assaillants les force à épuiser rapidement leurs munitions. Durant fait ce qu'il peut avec son MP5. La bataille continue tandis que les munitions s'épuisent. Au milieu du combat, les hommes fouillent dans le Black Hawk écrasé, rassemblant chaque cartouche et chaque arme fonctionnelle qu'ils peuvent trouver. Mais cela ne suffisait pas. À la radio, des appels à l'aide retentissent. Des signes laissent penser qu'une force de réaction arrive, mais cela ne se confirme jamais. 17h40. Une controverse subsiste sur la suite des événements. Les rapports officiels disent que Sugart a été tué en premier, et que Gordon a donné à Durant son fusil avec ses dernières cartouches. D'autres affirment que Gordon a été touché en premier. Durant reçut un Car 15, et il est très improbable que Sugart ait cédé son précieux M14. Au moins un témoin se rappelle avoir entendu Sugart à la radio à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, l'un des deux est tué, et l'autre ramasse le fusil tombé, le tendant à Durant, qui est paralysé. Il a juste dit « Bonne chance », puis est reparti au combat. Peu après, Durant entend Sugart crier de douleur, puis se taire. On rapporte que Gordon et Sugart ont tué 24 combattants somaliens lors de leur dernier combat et blessé de nombreux autres, bien que cela soit impossible à confirmer. La foule de Somaliens a submergé le site du crash et Mike Durant a été fait prisonnier. Il sera libéré 2 semaines plus tard. Pour leur sacrifice pour sauver leurs camarades, le sergent-chef Gary Gordon et le sergent de première classe Randy Sugart ont reçu à titre posthume la médaille d'honneur du Congrès, devenant les premiers à l'obtenir depuis la guerre du Vietnam. Ils ont aussi reçu de nombreuses distinctions, dont le fait que la ville factice du centre d'entraînement à la préparation opérationnelle conjointe porte leur nom. Au cours de la bataille, 18 Américains ont perdu la vie, et beaucoup d'autres ont été blessés. Pourtant, au milieu du chaos, Gordon et Sugart sont restés debout, 2 parmi les nombreux hommes courageux qui ont répondu à l'appel du destin. Le béret vert, lancé dans une furie solitaire. Roy Benavidez, guerre du Vietnam. L'enfance de Roy Benavidez fut difficile, ses 2 parents étant décédés. Victime de harcèlement à cause de ses origines yaqui et mexicaines, il a quitté l'école en 8e année pour soutenir sa famille. À 19 ans, Benavidez a rejoint l'armée et servi pendant la guerre de Corée dans la garde nationale du Texas. Il a épousé Hilaria Lalacoy Benavidez en 1959 et a terminé sa formation aéroportée, rejoignant la 82e division aéroportée. En 1966, le sergent Roy Benavidez était à l'hôpital après avoir marché sur une mine terrestre. Les médecins ont dit qu'il ne marcherait plus.
Il avait été envoyé au Vietnam en 1965 comme conseiller auprès des troupes de l'ARVN sur place. Benavidez menait seul une opération classifiée pour recueillir des preuves que les troupes nord-vietnamiennes se faisaient passer pour des Viet Cong. En patrouille, sur un sentier étroit déguisé en Viet Cong, il a marché sur une mine. Peu après, une escouade de Marines a trouvé Benavidez. Ils pensaient à un piège, mais ont été surpris en découvrant que l'homme en pyjama Viet Cong était hispanique et portait des plaques d'identité américaines. Il a été rapidement évacué à l'hôpital. 2 mois plus tard, aux États-Unis, Benavidez s'était rétabli et réveillé. Ses souvenirs lui sont revenus. Le médecin lui a dit qu'il ne marcherait plus jamais. Sa colonne vertébrale était endommagée et son cerveau secoué dans son crâne. Malgré tout, Benavidez, en fauteuil roulant, supplia les médecins de ne pas l'exclure de l'armée, qui était sa vie. Déterminé, Benavidez se levait chaque nuit, se traînait au mur et mettait du poids sur ses jambes. Pendant des semaines, il a enduré la douleur, allant chaque fois plus loin qu'auparavant, ce qui a surpris les médecins. 6 mois plus tard, soutenu par sa femme Lala, Roy Benavidez a quitté l'hôpital en marchant. On ne lui avait promis qu'un poste administratif à Fort Bragg, en Caroline du Nord, mais grâce à sa détermination et à son entraînement quotidien, il a réussi à intégrer les forces spéciales, appelées Bérets Verts. Il serait affecté au détachement B-56, 5e groupe des forces spéciales, aéroportées, première force spéciale. 6 heures en enfer. Nous sommes maintenant en 1968. Le sergent-chef Roy Benavidez, alias Tango Mike, était de retour au Vietnam. Il n'était pas en service et assistait à la messe, mais restait concentré sur les communications paniquées du front. À Loc Ninh, près de la frontière cambodgienne au Vietnam, une équipe de reconnaissance des forces spéciales composée de 12 hommes, dont ses amis Leroy Wright, Lloyd Frenchy Musso, Ryan O'Connor et 9 membres montagnards du programme Civilian Irregular Defense Group fut encerclé par un bataillon de 1000 soldats nord-vietnamiens expérimentés. Tous les membres de l'unité avaient été blessés ou tués lors des combats précédents, et 3 des hélicoptères envoyés pour les secourir n'avaient pas pu les extraire en raison de tirs ennemis nourris. Au retour, les hélicoptères étaient criblés de balles. L'un d'eux, le mitrailleur de porte Michael Craig, âgé de 19 ans, avait été touché à plusieurs reprises et est mort dans les bras de Benavidez. Benavidez refusait d'abandonner ses amis dans la jungle. Benavidez a sauté dans un hélicoptère retournant sur les lieux, se portant volontaire si vite qu'il n'a pas pris son M16 n'étant armé que d'un couteau Bowie et de fournitures médicales. Benavidez a dit que cela s'était fait en pilote automatique. En approchant de la zone d'extraction, Benavidez a constaté que ses coéquipiers étaient trop blessés pour atteindre l'hélicoptère. Sous un feu ennemi intense, le pilote Larry McKibben a zigzagué pour esquiver, tout en assurant la couverture et la riposte. Benavidez a sauté avec une trousse médicale, traversé la jungle sous de lourds tirs ennemis, jusqu'au blessé, recevant une balle dans la jambe qu'il pensait être une épine. Il trouva Musso adossé à un arbre, l'œil arraché par une balle et pendant sur la joue, mais toujours déterminé à riposter. Les soldats du CIDG baignaient dans une mare de sang et furent rafistolés du mieux qu'on put. Benavidez a traîné tout le monde dans une position défendable pour diriger leur feu vers l'ennemi et a administré de la morphine aux blessés. Il vit alors O'Connor et un interprète du CIDG à qui il fit signe de le rejoindre. Mais les tirs ont repris et ils se sont mis à couvert. Une autre rafale a blessé Benavidez à la cuisse. Sous adrénaline, il a lancé une grenade fumigène depuis l'hélicoptère pour signaler leur extraction. Alors que les autres embarquèrent dans l'hélicoptère, il a tiré avec une AK-47 ramassée pour couvrir O'Connor et l'interprète qui rampait vers l'appareil. Maintenant, Benavidez cherchait le chef d'équipe, le sergent-chef Leroy Wright, qui avait été tué et qui portait également des renseignements qu'il ne fallait surtout pas laisser tomber entre les mains de l'ennemi. Benavidez a trouvé son corps et a commencé à le traîner vers l'hélicoptère, mais a de nouveau été blessé par balle à l'estomac, puis touché au dos par des éclats de grenades, ce qui l'a mis hors de combat. Lorsqu'il s'est réveillé, Benavidez a été contraint d'abandonner le corps de son ami mort. Un désastre venait également de se produire. L'hélicoptère s'était écrasé au sol à cause des tirs ennemis. Le pilote McKibben était mort. 5 des hommes à bord, dont Musso, ont survécu au crash, tout comme O'Connor et l'interprète qui n'étaient pas montés dans l'hélicoptère. Benavidez les a sortis de l'épave, a administré de la morphine, a établi un périmètre autour du site du crash
et a appelé un important soutien aérien des F-100 au-dessus, qui ont largué du napalm sur la position ennemie. Après le départ des avions à réaction à court de carburant, les tirs de mitrailleuses ennemies ont repris. Benavidez a administré une 3e dose de morphine à O'Connor et a reçu une autre balle dans la jambe. Leur position était encerclée par des soldats nord-vietnamiens. La situation semblait désespérée. Finalement, un hélicoptère les a secourus. Benavidez et l'équipe de secours ont porté et traîné les hommes blessés jusqu'à l'hélicoptère, mais la zone d'atterrissage était toujours sous le feu des troupes nord-vietnamiennes, à tel point que 2 hommes ont été touchés dans le dos alors qu'ils rampaient vers l'appareil. Les éclats d'obus reçus au visage brouillaient la vue de Benavidez à cause du sang dans ses yeux. En allant chercher Mousseau, un soldat nord-vietnamien a frappé Benavidez à la tête et à la mâchoire avec une crosse et lui a entaillé le bras avec une baïonnette. Il a crié à O'Connor de tirer, mais la morphine l'a empêché de réagir. Benavidez a sorti son couteau Bowie et a poignardé le soldat nord-vietnamien jusqu'à ce qu'il soit mort. Il a traîné Mousseau vers l'hélicoptère et a battu 2 soldats nord-vietnamiens avec une AK-47 hors de portée du mitrailleur latéral. Et puis il a fait un dernier aller-retour pour récupérer l'interprète et détruire tout document classifié, alors que le sang brouillait encore sa vision. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a permis aux autres de le hisser à bord de l'hélicoptère, étant le dernier homme à quitter le champ de bataille. À ce stade, l'impact qui avait touché son ventre avait mis ses intestins à nu, qu'il tentait de retenir avec ses mains. L'hélicoptère, gravement endommagé par les tirs et sans aucun instrument fonctionnel, a réussi à décoller. Lorsqu'ils ont atterri, les blessés ont été déchargés et examinés un par un. Il s'est avéré que Benavidez avait même chargé 3 soldats ennemis morts dans l'hélicoptère, au cas où ils auraient des documents classifiés. Ils ont été laissés sur le côté, tout comme Benavidez. Ils ne pouvaient ni bouger ni parler à cause de la mâchoire cassée par la crosse du fusil. Le sang collait ses yeux, et avec 37 blessures de baïonnettes de balles et d'éclats d'obus sur le corps, il semblait mort. Les infirmiers ont commencé à le mettre dans un sac mortuaire et à le fermer quand un ami l'a remarqué et a dit « C'est Roy, c'est Roy Benavidez ». Le médecin a dit qu'il n'y avait plus rien à faire, mais Benavidez a rassemblé ses dernières forces et a craché au visage du médecin, ce qui a poussé le médecin à dire « Je pense qu'il va s'en sortir ». Il a été transporté au Japon pour une opération intensive, puis au Brooke Army Medical Center, à Fort Sam Houston, où il est resté pendant presque 1 an. Roy Benavidez avait survécu à 6 heures d'enfer et sauvé 8 vies. Le commandant de Benavidez l'avait proposé pour la Distinguished Service Cross, parce que la procédure pour décerner la médaille d'honneur aurait pris beaucoup plus de temps, et il n'était pas sûr que Benavidez survivrait ou mourrait avant de pouvoir la recevoir. Le 24 février 1981, le président Ronald Reagan remit la médaille d'honneur à Roy Benavidez. Reagan a déclaré que si l'histoire de son héroïsme était un scénario de film, on n'y croirait pas. Benavidez a déclaré « Les vrais héros sont ceux qui ont donné leur vie pour leur pays. Je n'aime pas qu'on m'appelle héros. J'ai juste fait ce pourquoi j'étais formé. » Le sergent-chef Roy Benavidez est mort le 29 novembre 1998 à 63 ans. Le siège de Jadotville du 13 au 17 septembre 1961. Le siège de Jadotville, du 13 au 17 septembre 1961, fut une action oubliée des forces irlandaises de l'Organisation des Nations Unies lors de la crise du Congo. L'histoire de 155 soldats de la compagnie A, 35e bataillon irlandais, ayant résisté 5 jours à un ennemi supérieur en nombre lors d'un siège dans une région hostile. Parce qu'ils ne se rendirent que lorsqu'ils furent privés d'eau, de nourriture et de munitions, le récit de leur héroïsme fut passé sous silence pendant plus de 50 ans. La crise du Congo débute en 1960, année de son indépendance après près d'un siècle de domination belge. Après seulement quelques mois, le gouvernement central perdit le contrôle du pays lorsque le Katanga, dirigé par le premier ministre Moïse Tshombe, déclara son indépendance, bientôt suivi par le Kasaï, la province orientale et Léopoldville. Le Katanga était crucial pour l'avenir du Congo, étant la région la plus riche du pays grâce à ses vastes ressources minières. N'ayant pas la capacité de faire face aux sécessionnistes et à l'armée belge qui n'avait toujours pas quitté le pays, le gouvernement de la République du Congo, dirigé par le président Kasa-Vubu et le premier ministre Lumumba, a fait appel aux Nations Unies pour obtenir de l'aide. En juillet 1960, l'opération des Nations Unies au Congo, ou ONUC, a été créée.
Des forces de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies provenant d'Afrique, d'Asie et d'Europe ont été déployées dans tout le pays, avec pour mission de surveiller le retrait des troupes belges et de protéger la population civile. Le contingent irlandais, avec des soldats suédois et indiens, a été envoyé dans la région disputée du Katanga. Le quartier général de l'Organisation des Nations Unies a été établi à Elisabethville, capitale de la province. Le quartier général a envoyé une unité à Jadotville, à 80 miles, pour protéger la population belge locale. Jadotville avait une grande importance stratégique, grâce à la mine de Shinkolobwe voisine. Cette mine détenait les plus grands gisements d'uranium mondiaux. Et c'est de cette mine qui a fourni l'uranium nécessaire à la fabrication des bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Bien que les forces de l'Organisation des Nations Unies soient chargées de protéger la population locale, il était clair qu'elles n'étaient pas les bienvenues. Ni les autochtones, ni les Belges qui soutenaient les sécessionnistes du Katanga ne voyaient d'un bon œil la base de l'Organisation des Nations Unies dans la ville. Le commandant Pat Quinlan de la compagnie A, 35e bataillon de l'armée irlandaise à Jadotville, était pleinement conscient de la situation. Par précaution, il ordonna à ses hommes d'ériger un périmètre défensif autour de la base. On leur a demandé de creuser des tranchées, stocker de l'eau et garder leurs armes sur eux. Les jours suivants allaient prouver l'efficacité de cette préparation. Le 13 septembre 1961, l'ONUC lança une offensive appelée Opération Mortor contre les forces de l'État du Katanga. Cette action montrait que l'Organisation des Nations Unies soutenait directement le gouvernement central du Congo. La réponse des Katangais fut immédiate, comme s'ils étaient au courant de l'offensive de l'Organisation des Nations Unies avant qu'elle n'ait lieu. Ce qui devait être une offensive rapide de 2 heures pour résoudre la sécession une bonne fois pour toutes a, en réalité, duré du 13 au 21 septembre et a marqué le moment où une mission de maintien de la paix s'est transformée en une guerre entre l'Organisation des Nations Unies et le Katanga. Le même jour à 7h40, alors que presque tous les soldats irlandais assistaient à la messe, la gendarmerie katangaise attaqua la base de Jadotville. Heureusement pour les soldats irlandais, ils furent repérés par Billy Reddy, en garde ce matin-là. Le soldat Reddy tira un coup de semonce et alerta toute l'unité. Comme il était ordonné aux soldats irlandais sur la base de toujours porter leurs armes, ils ont pris position instantanément. Les gendarmes katangais ont attaqué la base de l'Organisation des Nations Unies avec 3000 à 4000 hommes. La plupart étaient des soldats Luba inexpérimentés, mais aussi des colons belges et des mercenaires expérimentés de France, Belgique et Rhodésie. Ils étaient équipés de nombreuses armes légères et appuyés par des mortiers de 81 mm et des canons français de 75 mm, modèle 1897. Ils bénéficiaient aussi d'un appui aérien avec un Fuga Magister modifié. L'avion était équipé de mitrailleuses et de bombes sous les ailes, qui se sont avérées cruciales lors de l'attaque contre les soldats de la paix irlandais. Les forces de Katanga étaient financées par l'Union minière du Haut-Katanga, un cartel minier anglo-belge secret fournissant la majeure partie du cuivre, du cobalt et de l'uranium mondiaux. La base était défendue par près de 160 soldats irlandais, armés uniquement d'armes légères. La majorité des soldats étaient armés de fusils semi-automatiques FNFAL et de fusils britanniques, Lee Enfield numéro 4. Ils étaient également armés de quelques mitrailleuses légères, Bren, de mitrailleuses légères suédoises, Carl Gustav, et de mitrailleuses Vickers. Le peloton de soutien était armé de mortiers de 60 mm. Les Irlandais, cependant, avaient l'avantage de la capacité de commandement suprême du commandant Quinlan. Sa manière de diriger ses hommes lors des 5 jours de siège était ingénieuse. Lorsque l'assaut a débuté, la vigilance des soldats irlandais et leur défense ont permis de repousser aisément la première attaque. La première attaque a été suivie de quelques heures de silence, après quoi une nouvelle vague est arrivée, accompagnée de bombardements aux mortiers et aux canons de campagne. Encore une fois, les Irlandais retranchés ont résisté à l'attaque avec peu de blessés. Le commandant Quinlan a compris dès le premier jour que son périmètre était trop vaste. Sous le couvert de la nuit, il a replié ses hommes vers une nouvelle position où ils ont creusé de nouvelles tranchées. La nouvelle position permettait aux Irlandais d'assurer une meilleure défense, surtout parce qu'elle était surélevée et leur offrait une vue complète de leurs environs. Le lendemain matin débuta par un nouveau barrage sur les anciennes tranchées abandonnées. Le même jour, les assaillants ont demandé un appui aérien. Lorsque le Fugu Magister ennemi a survolé la base, les soldats irlandais ont cru qu'il s'agissait d'un avion de l'Organisation des Nations Unies. Peu après, les avions ont bombardé les positions irlandaises, détruisant leurs véhicules et bloquant leur retraite. Des attaques successives en vagues ont suivi.
Même si les gendarmes katangais ont réussi à s'approcher du périmètre, les Irlandais ont réussi à repousser chaque attaque, infligeant de lourdes pertes à leurs ennemis. Les mortiers irlandais ont également réussi à réduire au silence l'artillerie katangaise. Alors que leurs forces étaient gravement diminuées, les katangais ont demandé un cessez-le-feu. Le commandant Quinlan a accepté, souhaitant aussi gagner du temps et attendre les renforts de l'Organisation des Nations Unies. Le quartier général d'Elizabethville a envoyé un renfort de 500 soldats irlandais suédois et Gurkhas indiens pour relever les soldats à Jadotville, mais ceux-ci ont été repoussés en route vers Jadotville par des mercenaires au service de Katanga. Les soldats assiégés ont reçu de l'eau grâce à un hélicoptère qui a atterri sur la base sous un feu intense. Cependant, l'eau était imbuvable car elle avait été stockée dans des bidons d'essence. Au fil du temps, la situation des soldats irlandais s'est aggravée. Les forces katangaises ont rompu le cessez-le-feu et ont poursuivi leurs attaques. Les soldats irlandais manquaient lentement de munitions, mais surtout de nourriture et d'eau. N'ayant reçu aucun message de son quartier général sur les renforts ou directives, le commandant Quinlan a choisi de se rendre. Avant la reddition, ces hommes avaient tué 50 mercenaires, plus de 300 gendarmes katangais et blessé 1000 autres. Les pertes irlandaises se sont élevées à seulement 5 soldats blessés. Après 5 jours de combat, ils n'avaient tout simplement plus la capacité de continuer le combat. Le 17 septembre, le commandant Quinlan a accepté un cessez-le-feu avec les katangais à Jadotville. L'accord a abouti au désarmement des soldats irlandais, puis à leur captivité. Pendant les 3 premières semaines et demie de captivité, les soldats irlandais ont été bien traités. Les katangais ne voulaient pas de mauvaise publicité. Leur intention était d'échanger les prisonniers contre une promesse de cessez-le-feu de la part des États-Unis à l'ONU. Après que la gendarmerie a surveillé les prisonniers de guerre irlandais, leur traitement s'est nettement dégradé. Mais ils ont finalement été échangés contre des soldats katangais détenus par l'ONU. Après leur libération, les soldats de la compagnie A du 35e bataillon irlandais sont revenus à Elizabethville, où ils sont restés jusqu'à la fin de leur rotation. En décembre 1961, ils sont rentrés en Irlande, après avoir été remplacés par le 36e bataillon irlandais. Au lieu d'être accueillis en héros, les soldats de Jadotville ont été confrontés à la condamnation. Bien que la compagnie A ait repoussé un ennemi supérieur, les responsables militaires ont désapprouvé que le commandant Quinlan ait finalement déposé les armes. Le fait que l'unité ait été laissée sans munitions, sans nourriture et sans eau, et que c'est la chaîne de commandement qui a failli, a été ignoré. Ce n'est qu'après plus de 40 ans que les hommes de la compagnie A du 35e bataillon ont été reconnus pour leur bravoure à Jadotville. Le commandant Quinlan a été, à titre posthume, disculpé de toutes les accusations de mauvaise conduite militaire. En novembre 2005, un monument a été inauguré à la caserne Koustum, à Athlon, en hommage aux soldats de la compagnie A du 35e bataillon. John Chapman, l'héroïque dernier combat d'un seul homme qui a été filmé. Bataille de Thakurgar, Afghanistan 2002. Le 4 mars 2002, peu avant 5 heures, dans les hautes terres froides et accidentées de l'est de l'Afghanistan, un drone Predator de la CIA survole à haute altitude, pendant qu'un hélicoptère de l'armée américaine atterrit en urgence sur la neige près d'une colline. Un instant plus tôt, alors que l'hélicoptère essuyait des tirs de mitrailleuses et de lance-roquettes, le premier maître, Neil Roberts, avait glissé et chuté de l'appareil. Le sergent John Chapman, contrôleur de combat de l'US Air Force, ainsi que 5 membres de la SEAL Team 6 de la marine américaine, à laquelle il était rattaché à l'époque, quittèrent rapidement l'hélicoptère Chinook de l'armée américaine. Aussitôt, ils essuient de lourds tirs ennemis venant de toutes les directions, et le groupe se retrouve rapidement cloué au sol. Mais comme il fait nuit et que l'ennemi ne dispose pas d'équipement de combat nocturne, les tirs sont imprécis. Chapman tente d'appeler un appui aérien, mais sans succès. Il décide donc de se séparer de l'équipe et de gravir une pente voisine, à travers une neige lui arrivant jusqu'aux genoux et aux cuisses, en direction d'un bunker ennemi. Chapman établit alors rapidement la communication avec un avion canon AC-130, lui demandant de fournir un appui aérien rapproché à l'équipe. Il demande également et coordonne l'arrivée d'un hélicoptère pour extraire l'équipe isolée, et demande à l'AC-130 de rejoindre un drone MQ Hound Predator sans pilote qui recherche déjà Roberts. Chapman entre le premier dans le bunker ennemi et son équipe le suit. Le bunker abrite 2 insurgés peu entraînés mais équipés de fusils d'assaut AK-47 efficaces. Ils tirent sauvagement dans sa direction, mais sans grand effet, si ce n'est de révéler leur propre position.
À côté du bunker, près d'un grand amas de rochers, gisait le corps sans vie du maître de première classe des Navy Seals, Neil Roberts, qui avait été tué au combat peu de temps auparavant. Plus tôt ce jour-là, Roberts avait pris part à l'opération Anaconda pour briser la résistance talibane locale. Son escouade avait été formée en une équipe de reconnaissance, assistée du sergent Chapman de l'US Air Force en tant qu'éclaireur. Le Chinook MH-47E utilisé, version opération spéciale, avait plus d'autonomie et un radar de suivi de terrain spécial. L'hélicoptère se dirigeait, tard dans la nuit, vers le sommet stratégique de la montagne Takrigar, où il devait rétablir un poste d'observation et surveiller les unités d'Al-Qaïda présentes dans la zone. Alors que le Chinook volait bas et vite, ils furent soudain pris sous le feu d'insurgés surgissant de l'obscurité. L'hélicoptère a essuyé des tirs, puis une roquette l'a frappé, secouant le Chinook lors de l'explosion. Le quartier-maître Roberts, qui se tenait près de la rampe de l'hélicoptère, a perdu l'équilibre et a été projeté à l'arrière. On ignore s'il est tombé et mort sur le coup, ou bien a été capturé par les combattants d'Al-Qaïda et exécuté plus tard d'une balle dans la nuque. Des conduites hydrauliques du Chinook avaient été sectionnées lors de l'explosion, et les pilotes luttaient pour garder le contrôle. Cela les a forcés à s'éloigner de l'affrontement et à trouver un endroit sûr pour poser l'hélicoptère gravement endommagé. Les pilotes ont posé le Chinook à 6 km, au sommet désert d'une montagne. Peu de temps après, Chapman et l'équipe de SEAL restante décidèrent de retourner dans le danger. Avec courage, ils se sont tous portés volontaires pour retourner récupérer le corps de Robert. À présent, ils se retrouvaient en plein territoire contrôlé par l'ennemi. Chapman, conscient de la vulnérabilité de l'équipe, tire sur le bunker avec son fusil puis s'y précipite. Le chef des SEALs essaie de gravir la pente pour aider, mais il trébuche et chute. Chapman a déjà pris d'assaut le bunker et tué les 2 insurgés à l'intérieur, à bout portant avant qu'ils n'arrivent. Il s'est écoulé moins de 2 minutes depuis que Chapman et l'équipe des SEALs ont atterri. Chapman et le chef d'équipe attaquent un second bunker proche, occupé par quelques insurgés. De façon inquiétante, l'un porte une mitrailleuse PKM, un autre, un lance-grenade propulsé par roquette. Dans le feu croisé, un combattant insurgé est tué, avant que Chapman ne soit touché 2 fois au torse et ne s'effondre sur le sol du bunker, où le chef d'équipe le croit mort. Le reste de l'équipe de SEAL progresse vers les rochers et attaque le deuxième bunker. Le chef d'équipe quitte le bunker et rejoint l'équipe de SEAL. Mais la situation est rapidement jugée désespérée par les SEALs, car davantage d'insurgés ennemis avancent, et l'équipe de SEAL se rend vite compte qu'elle risque d'être submergée par une force nettement supérieure en nombre. Un SEAL se lève pour tirer avec sa M60 à la hanche, mais il est aussitôt projeté du rocher par l'explosion d'une grenade ennemie, tombant 3 mètres plus bas. La position est intenable, le soldat est grièvement blessé, et la décision de battre en retraite est finalement prise. On suppose à tort à ce moment-là que Chapman est mort, mais en réalité il est inconscient dans le bunker tout proche. On apprendra plus tard que Chapman avait en réalité été mortellement blessé et qu'il mourrait de ses blessures. L'équipe de SEAL glisse le long d'un talus escarpé couvert de neige, et peu de temps après, un avion d'attaque AC-130 arrive au-dessus et commence à tirer avec son obusier de 105 mm, bombardant sans pitié le sommet de la colline. Cela permet aussi, Air and Land, de quitter la colline et de rejoindre une clairière voisine pour une extraction d'urgence. Pendant ce temps, Chapman subit ce feu aérien destructeur depuis sa position. Après que l'AC-130 ait interrompu son attaque, vers 5h20 du matin, des messages radio peuvent être entendus de la part de Chapman, qui est vivant et a repris connaissance. Il informe le commandement qu'il est attaqué par une vingtaine d'insurgés et commence courageusement à les engager. Malgré les tentatives de communication, Chapman ne répond pas. Il continue de se battre pendant les 40 minutes suivantes, le soleil s'est levé entre-temps, et il fait maintenant jour. Il avait aussi été blessé par balles et par des éclats de grenades. L'ennemi tente de charger la position de Chapman à plusieurs reprises, mais il parvient à les repousser à chaque fois. Un insurgé isolé pénètre dans le bunker et affronte Chapman au corps à corps. Et bien qu'il soit mortellement blessé, après une lutte violente, Chapman parvient à tuer l'homme. Il est 6h13 et Chapman est presque à court de munitions. Une équipe d'intervention rapide et un ambulancier arrivent en hélicoptère à sa position. Chapman quitte héroïquement le bunker et commence à tirer dans toutes les directions afin de distraire les insurgés et d'empêcher qu'ils tirent sur le Chinook qui approche. Malgré tout, une roquette ennemie frappe l'hélicoptère en approche
qui réussit toutefois un atterrissage forcé juste en contrebas de la position de Chapman. Lorsque l'équipe d'intervention rapide des 19 Rangers descend la rampe à l'arrière de l'hélicoptère, plusieurs sont tués par le feu nourri des insurgés ennemis sur cette nouvelle cible. À ce moment-là, Chapman n'a littéralement plus que quelques cartouches de munitions, et il est touché en plein cœur, mourant sur le coup. Après plusieurs frappes aériennes, les Rangers attaquent les positions ennemies, éliminent les combattants d'Al-Qaïda et prennent la colline. Tout cet événement a été capturé par les caméras de surveillance des drones et avions espions américains. John Chapman, sergent de la US Air Force âgé de 36 ans, laisse derrière lui une épouse et 2 jeunes filles. En 2003, Chapman a reçu à titre posthume la croix de l'US Air Force pour son courage, son dévouement et son héroïsme exceptionnel ce jour-là. Après une longue campagne, cette distinction a été portée en 2018 à la plus haute récompense de bravoure des forces armées américaines, la médaille d'honneur. La bataille de Mirbat, l'Alamo du SAS. Le 19 juillet 1972, la rébellion du Dhofar. Le 19 juillet 1972, une bataille extraordinaire a eu lieu près de la petite ville de Mirbat, dans le sud d'Oman. Un groupe de 9 soldats du SAS repoussait des vagues d'attaques de plus de 250 insurgés lors d'une bataille qui a duré 7 heures. 2 soldats du SAS ont été tués, mais l'ennemi a été repoussé et contraint de se replier. Cette petite force a fait preuve d'une bravoure exceptionnelle, la bataille méritant d'être appelée l'Alamo du SAS. Le sultanat d'Oman, ou le sultanat de Mascate et Oman, comme on l'appelait avant 1970, était en état de guerre civile, avant même que le SAS britannique n'arrive dans le pays. Dès 1963, le gouvernement royal s'opposait au front de libération mahreziste du Dhofar, qui voulait fonder une république indépendante dans la province méridionale du Dhofar. À la fin des années 1960, les insurgés, soutenus par le gouvernement communiste du Yémen, contrôlaient la majeure partie de la province. En 1970, afin de reprendre le contrôle total du pays, le nouveau gouvernement omanais a sollicité l'aide des Britanniques, qui avaient leurs propres intérêts politiques et commerciaux dans la région, à savoir le contrôle des champs pétrolifères. Le gouvernement britannique a donc envoyé des troupes du service aérien spécial à Oman pour former les forces armées du sultan. Leurs activités, sous le nom d'opération Tempête, incluaient notamment le soutien en renseignement, le recrutement et la formation des Dhofaris locaux pour qu'ils combattent pour le sultan. Les soldats du SAS étaient organisés en équipe d'entraînement de l'armée britannique, connue sous le nom de BATS, qui était déployée à travers la région contestée. Une station-base aérienne tactique était située en périphérie de la petite ville côtière de Mirbat. Le 19 juillet 1972, les combattants du Front populaire pour la libération du Golfe arabe occupé, successeur du Front de libération du Dhofar, ont attaqué la ville. Leurs hommes sont connus sous le nom d'Adu, qui signifie ennemi en arabe. La ville de Mirbat était protégée par un périmètre de fils barbelés, gardé par une poignée de Dhofarges locaux et de membres de l'armurerie, qui faisaient partie d'une force paramilitaire formée pour assister l'armée régulière omanaise, ainsi qu'un groupe de 9 soldats du SAS, du escadron B. Le reste de la gendarmerie était logé dans le petit fort près des barbelés, tandis que le SAS se trouvait dans une maison fortifiée plus petite. Au sud, un autre petit fort abritait une trentaine de membres de la milice locale Firqa. Cependant, tous les membres de cette unité sauf un étaient en patrouille au moment de l'attaque. La gendarmerie manquait d'expérience. Et encore en formation de base et armée uniquement de vieux fusils à verrou calibre 303, de sorte que l'unité du SAS était le seul groupe aguerri et opérationnel de la région. 4 compagnies de combattants Adu se sont approchés des abords de Mirbat, tôt le 19 juillet. Leur premier contact s'est fait avec le poste avancé de la gendarmerie du Dhofar, campé près des pentes désertiques de Jebel Ali. Puis, à 5h15, une petite unité Adu s'est approchée furtivement des gardes et leur a tranché la gorge pendant leur sommeil sans alerter le reste des défenseurs à l'extérieur de la ville. Une attaque de la compagnie d'armes de soutien Adu a suivi. Des obus de mortier ont commencé à tomber autour du périmètre de défense. À l'intérieur de la maison des chauves-souris, les soldats du SAS se reposaient, mais les explosions les ont réveillés, et ils ont d'abord pensé qu'il ne s'agissait que des Adu testant leur état d'alerte. Cependant,
Alors que le bruit des obus éclatants se rapprochait, les hommes du SAS sautèrent de leur lit, attrapèrent leurs fusils L1A, un SLR et coururent vers leur position. Certains sont montés sur le toit par une trappe et se sont abrités derrière un parapet de sacs de sable. Ils ont installé la mitrailleuse Browning M250 et l'ont préparée pour un tir soutenu. 2 soldats sont allés derrière la maison pour se positionner sur le mortier L16 de 81 mm, prêts à riposter au barrage ennemi. Le sergent-chef Talayazi Labalaba, des Fidji, simplement connu sous le nom de Laba, a quitté la maison et a couru vers le fort de la gendarmerie, où se trouvait une position de tir avec un canon d'artillerie de 25 livres datant de la Seconde Guerre mondiale. Toujours en sandales, le commandant de la troupe, le capitaine Mike Kelly, est monté sur le toit pour comprendre ce qui se passait. L'aube n'était pas encore levée, mais au loin, il remarqua le peloton de mortiers ennemis, tirant des obus sur eux, ainsi que les éclairs des mitraillettes PPSH-41 des soldats ennemis. Il était évident que les Adus commençaient une attaque contre sa position, alors il ordonna à ses hommes de se préparer à riposter. Assuré que la gendarmerie du poste avancé ne revenait pas sous un tir croisé, il transmit un message radio au quartier général d'Oum al-Kharif pour demander un appui aérien. Il ignorait que toute la gendarmerie était morte. Alors que les combattants Adus s'approchèrent des barbelés, le SAS ouvrit le feu avec tout ce qu'ils avaient, y compris le canon de 25 livres. Dans la batterie, le sergent là-bas manipulait le canon tout seul, une tâche qui nécessitait normalement un équipage de 4 à 6 hommes. Là-bas attira rapidement l'attention des Adus, qui concentrèrent leur feu sur la batterie. Sous les tirs, là-bas parvint à tirer un obus par minute sur l'ennemi approchant. Ce n'est que lorsqu'il fut touché au menton qu'il appela à l'aide. Sekonaya Taktakavezi, un autre soldat fidjien, courut sous les balles et sauta dans la tranchée. Lui et là-bas ont pointé leurs armes et, sans viser, ont continué à tirer à bout portant sur les combattants Adus, qui ont maintenant franchi les barbelés. Les paramilitaires à l'intérieur du fort de la gendarmerie se joignirent à l'effort et ripostèrent avec leurs fusils 303 depuis les fenêtres du fort. Alors que l'ennemi s'approchait de la tranchée de canon, là-bas sauta pour saisir le mortier de 60 mm, mais fut tué instantanément lorsqu'il reçut un coup au cou. Akavezi fut aussi blessé par balle mais continua de se battre avec son fusil semi-automatique. Le capitaine Kelly, témoin de la scène, contacta aussitôt son quartier général par radio pour demander un soutien aérien et une évacuation médicale pour là-bas. Puis, avec le médecin de la troupe Thomas Tobin, il courut aider Taka à défendre la mitrailleuse. Alors que Kelly et Taka continuaient à repousser les combattants Adus, dont certains n'étaient qu'à quelques mètres, Tobin rampait vers là-bas pour vérifier son état. Malheureusement, dès qu'il vit qu'il ne pouvait rien faire pour son camarade, il fut lui aussi touché au visage. Bien que le capitaine Kelly et ses hommes aient combattu vaillamment, les combattants Adus allaient inévitablement submerger leur position. Heureusement, ils furent sauvés par l'arrivée des avions BAC Strike Master de la force aérienne du sultan d'Oman, qui repoussèrent les combattants Adus avec leurs mitrailleuses et leurs missiles. Plus au sud, 3 hélicoptères Huey ont débarqué 21 soldats SAS de l'escadron G armés de fusils semi-automatiques, de mitrailleuses polyvalentes et de lance-grenades M79. Ils se dirigèrent vers leurs camarades, en réprimant les combattants Adus sur leur passage. Au même moment, la milice Firka est revenue de sa patrouille et a attaqué les Adus par l'arrière. Vers 12h30, ils se sont retirés et la bataille a pris fin. C'est alors que l'hélicoptère a atterri pour évacuer les soldats SAS blessés. Le sergent-chef là-bas était déjà décédé, et le médecin Tobin est mort plus tard de ses blessures. Taka, grièvement blessé, a réussi à rejoindre l'hélicoptère. Un autre soldat du SAS a été légèrement touché. De l'autre côté, le SAS a compté 38 soldats Adus morts, mais le nombre réel de tués dépassait 80 hommes. La défaite à Mirba a été dévastatrice pour les unités Adus, et elles n'ont plus jamais tenté de s'emparer de la ville. 9 courageux soldats du SAS et leurs alliés ont tenu leur position pendant près de 7 heures, face à une force de plus de 250 insurgés. Ce fut un succès vraiment remarquable, mais qui ne pouvait pas être reconnu publiquement. Le gouvernement britannique voulait garder son engagement à Oman aussi secret que possible. Alors les hommes du SAS de Mirbat ont dû attendre 3 ans pour recevoir les récompenses qu'ils avaient méritées. Le capitaine Mike Kelly a reçu l'ordre du service distingué. Le soldat Sekonaya Takavezi a reçu la médaille de la conduite distinguée, 2 autres soldats du SAS la médaille militaire.
Et l'adjudant Talahasi Labalaba a également été cité à titre posthume dans les rapports officiels. Beaucoup de membres du SAS croient que, pour le courage dont il a fait preuve en manipulant seul le canon de 25 livres, Laba n'a mérité rien de moins que la Victoria Cross. Cependant, c'est son courage et celui du reste de son unité qui ont fait de la bataille de Mirbat l'une des actions les plus héroïques de l'histoire du Special Air Service. En octobre 2018, le duc et la duchesse de Sussex, le prince Harry et Meghan ont dévoilé la statue de Laba à Nadi, sur l'île de Fidji, lors de leur tournée australienne.